bonsoir, bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Le sommaire d'aujourd'hui, on va commencer par l'Espagne. Malgré un nouveau but de Kylian Mbappé, le Real Madrid a coulé 5-2 dans le derby face à l'Atlético. Samedi, Xabi Alonso et le Real Madrid ont-ils raté leur véritable test en championnat? La réponse avec nos spécialistes. Toujours en Espagne, avant de retrouver le PSG en Ligue des Champions, le FC Barcelone s'est imposé face à la Real Sociedad ce dimanche en Liga avec un Lamine Yamal décisif pour son retour à la compétition. On va en parler dans cette émission. En Angleterre, Premier League, l'ont amené Arsenal à renverser Newcastle ce dimanche en Premier League au bout du temps additionnel. Débrief avec nos spécialistes sur ce plateau. Et puis Liverpool a perdu son invincibilité ce samedi dans le temps additionnel à Crystal Palace, 2-1. La sensation du début de saison qui se hisse à la deuxième place. Nous irons aussi en France pour terminer Ligue 1. L'OL enchaîne avec une 6e victoire en 7 matchs et se retrouve dauphin du PSG en Ligue 1 après sa victoire, 1-0 face au LOSC. Tour d'Europe, c'est maintenant, juste après ce générique. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans cette émission Tour d'Europe. Vous le savez, tous les lundis à partir de 16h00, on fait le tour des championnats européens. Aujourd'hui, il n'y a pas de Guinéens d'ailleurs, mais il y a du football, il y a des buts. Il y a des grands qui sont tombés, mais des grands aussi qui se sont relevés. Et pour en parler, nous avons le trio magique avec nous. De l'autre côté, on a Sohaibou Diakité avec le petit sourire, les lunettes claires, le tombeur et tout. Hein. Ça se mélange. Bonsoir et de vous retrouver dans cette émission. Bonsoir Hassan et bonsoir à tous. Mais c'est quand même des éloges. Hein. On ne peut pas s'arrêter. Bonsoir à tous, bonsoir à... Mais merci, c'est normal. Retour de l'ascenseur, au moins, tout de même. Non, mais c'est normal, vous êtes élégant, c'est vrai, mais voilà, je pense qu'on attendra la fin pour le dire. Oui. C'est pas la même chose. C'est comme ça, c'est la vie. Ça commence déjà. Pas dire le contraire, hein, parce que après, je sens que ça va être chaud. Figer derrière, tout de même. De l'autre côté, on a Bobo Mané. Bonjour Bobo et bonsoir du moins. Heureux de vous retrouver dans cette émission. Bonsoir Hassan, bonsoir à tous. Très bien, bien sûr. Voilà, c'est ça. Oh. C'est ce que j'attendais. C'est ce que j'attendais, voilà. Et lui, je pense que c'est quelqu'un qui peut bien évoluer avec moi. Et de l'autre côté, on a le doyen des chroniqueurs aujourd'hui, Passy Bangoa. Merci d'être avec nous ce soir. Oui, bonsoir à tout le monde sur ce plateau. Bonsoir à vous, le métronome du jour. Voilà. Encore une fois, Hassan qui... Bah, ça fait longtemps qu'on ne se retrouve pas sur ce plateau. Ah ouais, parce que les Gombo fils de droite à gauche, hein. On le sait. Ce monsieur, il s'est fait plein d'argent, mais après l'émission, on va se voir avec lui pour les restos. Ça, c'est tout de même clair. Pas de souci. En tout cas, merci à tout le monde et bonsoir à ces millions de téléspectateurs. Alors, encore une fois, bonsoir et bienvenue. Je vous disais, la virtuosité du duo Kylian Mbappé-Arda Güler n'a pas suffi. Le Real Madrid a été séché 5-2 dans le derby de la capitale samedi sur la pelouse de l'Atlético Madrid et a vu son invincibilité en championnat prendre fin après 6 victoires consécutives dans une ambiance survoltée. Les merengues n'ont pas tenu la distance contre la bande à Diego Simeone qui a pris le dessus définitivement en deuxième période. Bobo, est-ce que vous vous attendiez à ce scénario-là? Pas du tout, parce que vu l'entame de début de saison du Real Madrid, on n'attendait pas quand même à une telle défaite parce que c'est une humiliation, parce que l'entame a été très compliquée du côté des Conqueneros. C'est tout de même trop 5-0, d'habitude le Real. 5-2, c'est une manita, ça rappelle. C'est une manita. Parce qu'il y a 2 buts tout de même qui a été inscrit par mais en espagnol on dit 5 manita. Oui, le Pititian a mis un but, je suis complètement d'accord avec vous, mais c'est une manita quand même. C'est une défaite qui fait très mal parce que ça ne passe pas du côté de l'Espagne. Et c'est la première fois que l'Atlético Madrid met 5-0. 5-2, pardon. Attention. Ça faisait 75 ans que ça n'est pas arrivé. Il y a des supporters madrilènes qui vous suivent. Hein, donc, allez-y, mollo. Je sais que vous voulez descendre le Real, mais... Pas du tout quand même. Voilà, vous savez, le Real Madrid, c'est un club qu'on adore beaucoup. Donc... c'est une défaite qui fait tellement mal parce que, sincèrement, je ne m'attendais pas à cette défaite. Parce que le Real Madrid, c'est une équipe...
qui n'improvisait pas depuis le début de cette saison, capable de bondir à tout, capable de faire très mal. Mais dès l'entame, à mon avis, cette équipe de Colchoneros asphyxiait ce Real Madrid avec ce pressing intense. Donc, il n'était pas du tout au rendez-vous. Il n'était pas du tout au rendez-vous. Vous êtes d'accord avec Bobo Mané? Le Real pouvait-il gagner ce match? Bah oui, même s'ils ont très tôt encaissé ce but matinal qui les a peut-être effondrés, il faut le dire comme cela. Mais j'ai vu un Real qui a vite réagi avec cette marque. Et qui a su revenir. Qui a su revenir dès la 25e, si je ne m'abuse. Moi, je trouvais en tout cas une équipe qui voulait sortir tous ses griffes contre l'Atlético. Mais certainement, les automatismes n'ont vraiment pas marché comme le coach le promet. Et on l'a vu, ce qu'il a été dit dans son discours à la fin du match. Il dit qu'il voulait vraiment être au rendez-vous, mais patatras, les choses n'ont vraiment pas répondu. Il faut comprendre qu'à partir de là, ça a complètement, à partir de la première mi-temps, ça a complètement changé la donne. Et vous avez compris, avec cette folie que Atlético Madrid voulait vraiment faire sortir contre cette équipe. Le nombre de buts, ne serait-ce qu'on compare cela, ne serait-ce que la qualité des buts qui sont inscrits dans cette rencontre, on se dit que oui, le Real pouvait vraiment aller au bout. Mais ça a balancé autrement, on ne peut pas vraiment dire mieux que ça. Ils n'ont pas été au rendez-vous. Certainement, c'est la loi du football qui les a permis de chipper ce jour-là. Alors, le spectacle, lui, a été à la hauteur de l'événement au Riyad Metropolitano et d'abord grâce au tendance franco-turc évoqué plus haut, Si Robben, le Normand, qui a ouvert le score d'une tête, comme l'a dit, hein, bien sûr, comment on l'appelle, Passy Bangoua. 1-0 à la 14e minute, Kylian Mbappé a poursuivi son début de saison en fanfare avec, en convertissant du moins un service splendide d'Arda Güler, un but en 25e minute pour son 8e but en 7 matchs de Liga avant de voir l'ancien du Fenerbahçe reprendre victorieusement une offrande de Vinicius Junior, 2 buts en 1 à la 36e minute, Diakité. Oui, alors on se dit qu'à la 36e minute, 2 buts en 1, le Real pouvait bien le faire. Naturellement, moi je pense qu'une équipe comme le Real Madrid, surtout, je vais aller rapidement parce que je pense que moi j'ai vu un très bon match entre les deux équipes. Le Real n'a pas déjoué, c'est que l'Atlético était beaucoup plus fort pour moi parce que l'entame du match, on l'a vu, l'Atlético a commencé tambour battant avec ce but de Robben le Normand et ensuite l'égalisation rapide de la part de Kylian. Mais après, le Real est parvenu à reprendre l'avantage très rapidement. On a pensé que ça serait un match beaucoup plus facile pour les Merengues. Ah, pourquoi tu souris? Non, mais sauf que après, il y a eu quelques faiblesses défensives du côté du Real Madrid. Sinon, pour moi, c'était un match très plaisant qu'on a suivi hier le samedi. Ah, pour vous, le Real pouvait gagner ce match? Mais bien sûr. Moi, je pense que le Real avait les armes pour remporter ce match. Certes, l'Atlético s'est donné les moyens. C'est ce qui a changé un petit peu la donne. On a vu, surtout en seconde explication, parce que je pense que c'était du 50-50 en première période. Il y avait deux forces égales. L'Atlético qui répondait coup sur coup. Mais ce qui a un peu péché dans cette rencontre pour moi, c'est l'intensité qu'a imposé l'Atlético Madrid en début de seconde période. Et surtout, ce penalty rapidement obtenu par l'Atlético Madrid, transformé par Julián Alvarez. Et on a vu le Real Madrid a été finalement incapable de revenir dans la rencontre. Et finalement, ils ont fini par prendre 3-4 jusqu'à une manita, comme il l'a dit. Ah, mais moi, je ne compte pas sur la manita. Non, mais c'est une manita. Il y a 2 buts marqués par le Real Madrid. Ce n'est pas 5-0 qu'on appelle manita. Dès lors qu'il y a 5 buts dans une rencontre, on peut appeler manita. On soustrait 2 buts sur les 5, on ne parle pas de manita. On peut pas soustraire. C'est fini, vous avez plus votre temps. On va partir vers Bobo Mané. Est-ce que c'est un coup sur Xabi Alonso? Vraiment, c'est un coup parce qu'on a vu du côté de la presse madrilène, on a commencé à déjà tirer les responsables parce que d'autant certains disaient qu'il ne devrait pas titulariser Jude Bellingham parce qu'il revenait de blessure, il n'avait pas retrouvé de rythme à 100%. Donc pour vous, c'est Xabi Alonso? Parce que quand on parle de titularisation de Jude Bellingham, les choix de Xabi Alonso sont discutables pour vous? Bien sûr, parce que moi je ne comprends pas pourquoi il a fait sortir Arda Güler parce que pour moi c'était le métronome du jeu. Peut-être il y avait un carton jaune, il avait peur qu'il n'écope un deuxième carton jaune pour être inscrit. C'est une situation compliquée, mais
il avait déjà dit après la fin du match qu'il est responsable. Il n'y avait aucune excuse à dire parce que l'Atlético était au niveau. Pourtant, le match, il était important. Il pouvait laisser un régulier. Sur ce point, je le rejoins totalement. Moi, je pense qu'il s'est un petit peu trompé, déjà dans sa composition d'équipe, mais aussi dans les changements. Je n'ai rien contre le jeune Argentin, Mastantuono, mais je pense que dans un match aussi important comme face à l'Atlético, moi, personnellement, je pense qu'il n'avait pas sa place dans une telle rencontre. À ce niveau, ça peut faire très mal. Oui, mais parfois, on a vu ce qu'a fait Diego Simeone, par exemple. On le dit souvent, les grands matchs, c'est pour des grands joueurs, des joueurs expérimentés. Il a pris le risque, il a mis Koké d'entrée titulaire avec un système 4-4-2, un système que l'Atlético avait l'habitude d'avoir dans les années antérieures, et ça a bien fonctionné. On a vu sur le deuxième but, l'égalisation de Sorloth, c'est Koké qui est à la passe. Et c'est comme ça aussi qu'on prépare de telles rencontres, des joueurs qui ont l'habitude de jouer de genre de compétition. Mais après, il y a aussi... Les blessures ne sont pas allées en faveur du Real Madrid. Militao qui était obligé de céder sa place à la pause. Carvajal également qui est sorti. Donc, quelque peu, il y avait des choix par contrainte que Xabi Alonso était obligé de faire. Mais pour moi, le fait de titulariser Bellingham n'a pas totalement posé un problème parce qu'on n'a pas vu de faiblesse proprement dite du côté de Jude Bellingham. Mais les changements en seconde explication, je pense que Brahim Diaz, un joueur comme Brahim, comme Rodrigo, comme surtout Dani Ceballos, qui aurait pu stabiliser un petit peu ce milieu de terrain qui avait du mal à contrôler le jeu de l'Atlético. C'est souvent la différence entre le Barça et le Real. Quand ils affrontent l'Atlético, le Barça est capable de tenir le ballon, de faire courir l'adversaire. Et c'est ce qui a été le problème du Real Madrid. Et je pense qu'avec un Ceballos au milieu de terrain, plus Arda Güler, bien sûr, ça aurait pu permettre au Real Madrid de mieux tenir le tempo du match et de contrôler le jeu. Alors, Xabi Alonso, on peut dire, est passé à côté de son derby, Passy. On peut le dire comme ça. Oui, pour ce début de saison, il a carrément passé à côté pour, en tout cas, un adversaire où la concurrence est encore très considérable entre eux. Parce qu'on se rappelle toujours dans les années antérieures, quand le Real Madrid et Tico se rencontrent, c'est du spectacle, c'est du beau football, mais parfois c'est de la rivalité carrément qui s'impose là. Moi, j'ai trouvé un entraîneur qui s'est vu planter parce qu'à partir du moment où il s'est vu rattrapé par l'adversité, à partir du moment où le nombre de buts s'augmentait, vous vous rappelez même, avant même la pause de la 45e minute, ce but du break aussi qui venait tout à l'heure plonger dans son esprit, derrière le discours qu'il préparait certainement à tenir dans les vestiaires avant la pause. Alors, il fallait encore échanger carrément la donne pour pouvoir vraiment charger les gamins pour revenir encore certainement dans la deuxième explication. Mais chose qui n'a pas marché, j'ai trouvé un entraîneur qui promet donner en tout cas au Real Madrid un match très alléchant, mais la loi du football, comme je l'ai dit, a passé à côté de la plaque. Ouais. Il faut suivre l'adversité et voilà. Alors, il s'est planté. Est-ce qu'on peut dire à ce niveau que c'est inquiétant, que ça fait très peur pour le Real Madrid? Oui, certaines individualités, parce que si vous prenez le côté gauche, le latéral gauche, Álvaro Carreras, il n'a pas du tout répondu au duel parce que Juliano Simoni, parce que voilà, c'était un match très compliqué. N'oublions pas, peut-être parce que c'était son premier derby. Pourtant, c'est le titulaire de cette équipe. Il est venu pour être titulaire dans cette équipe du Real Madrid. Oui, bien sûr, mais vous savez, le derby, il faut avoir sur le l'ADN, il faut avoir de l'expérience de vécu parce qu'on a vu avec Carvajal et Dani Ceballos, donc comme l'a dit Charles Diakité, voilà, c'était des éléments qui pouvaient faire la différence. C'est un peu inquiétant si vous regardez parce qu'on a vu le Real Madrid en Ligue des Champions contre Marseille, ils ont gagné difficilement. Et face à l'Atlético Madrid qui avait commencé une saison compliquée, ça reste de courir de l'encre du côté de l'Espagne. Même question pour vous, est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que le Real après dans la tête se dit on n'a pas fait les bons choix pour le recrutement? Est-ce que le Real est passé à côté? Non, là je n'irai pas jusqu'à remettre en question le recrutement. Je pense que sur ce match on pouvait s'inquiéter, mais je pense que ça ne va pas durer, ça reste un très grand club. Ils ont d'ailleurs l'occasion en Ligue des Champions demain de rattraper le coup rapidement face à une petite équipe, un petit poussé. Moi, je pense qu'ils ont juste... Attention, devant, c'est costaud. Il y a Manchester City qui attend, il y a Liverpool. Bien sûr, mais il y a le Classico qui va venir aussi. C'est vrai, là où on peut s'inquiéter, c'est parce que c'est un premier véritable test de la saison. Ils n'ont pas répondu, mais pour moi, dans le contenu, je n'ai pas été déçu. Comme la saison dernière, je voyais un Real Madrid quand il était mené totalement abattu. Sauf que lors de ce match, je pense que c'est l'Atlético qui a le mieux géré la rencontre. Le Real a tout tenté, mais ils ont été empêchés. Surtout, vous voyez Juliano Simeone,
qui marquait Vinicius à 2 avec Marcos Llorente. Donc les individualités étaient bloquées du côté du Real Madrid. Ils étaient obligés surtout de passer par les côtés. Mais le problème avec le système de Xabi Alonso, c'est qu'ils n'ont pas un véritable numéro 9. On continue de le dire et on continuera de le dire. Les joueurs ont beau déborder sur le côté. S'il n'y a pas un joueur pour réceptionner les ballons dans la surface de réparation, moi je pense que ça pourrait être compliqué. À un moment donné, quand les joueurs de côté ont le ballon, Kylian Mbappé, qui est censé être le finisseur, il est plus fort que dans la profondeur, mais il ne peut pas être à la réception des ballons dans la surface de réparation, d'où également la titularisation de Jude Bellingham pour rivaliser en quelque sorte dans les duels aériens face aux défenseurs de l'Atlético. Moi, je pense que le recrutement, on peut penser qu'il n'y a pas un véritable numéro 9, mais ils ont Hendrick maintenant sur le banc, il y a Gonzalo Garcia sur le banc qui peuvent avoir dans certaines circonstances leur temps de jeu et faire la différence. Sauf qu'il y a des problèmes de statut aussi du côté du Real Madrid. Mais globalement, moi, je ne suis pas inquiet. Je pense qu'ils vont se rattraper, même s'il y a d'énormes tests qui viennent. Après, vous avez parlé du Classico. On verra après ce match face à Barcelone si on peut juger la saison du Real Madrid. Ah, contre l'Atlético, c'est le test. Contre le Classico, c'est l'ultime test du Real Madrid. On va parler sur le cas du recrutement de Xabi Alonso. Est-ce que le Real s'est trompé sur l'homme de la situation pour vous? Non, mais je pense qu'il peut être l'homme de la situation. C'est un jeune entraîneur qui n'a pas encore 10 années d'expérience. Il a prouvé tout son talent, il a montré son talent du côté du Bayer Leverkusen. Il a montré qu'il sait faire jouer une équipe. Et ce qui manquait, surtout au Real Madrid la saison dernière, c'était une identité de jeu. On n'arrivait pas à lire le véritable système de jeu du Real Madrid la saison dernière. Ça a changé depuis la Coupe du Monde des clubs. On voit une véritable âme dans cette équipe. Il y a de l'envie. C'est une équipe qui encaisse moins. Certes, face à cet Atlético-là, ils ont pris 5 buts. Mais avant ça, depuis le début de la saison, c'était peu de buts encaissés et beaucoup de buts marqués. Ça montre clairement qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Et comme je l'ai dit, ils ne sont pas épargnés également par des blessures. Déjà, le côté droit complètement out. À gauche, Fran Garcia, il est là. Mais l'entraîneur ne lui fait pas totalement confiance par rapport à Carreras. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi mettre de la concurrence dans une équipe, pas seulement en attaque, parce qu'il y a la concurrence entre Vini, Rodrigo, Brahim Diaz, Arda Güler devant Mastantuono, mais derrière... Et même dans le milieu de terrain. Oui, derrière, il n'y a pas une véritable concurrence. Au milieu de terrain, il y a Tchouaméni, il y a Valverde, il y a Bellingham et il y a les autres. Certes, il adore Camavinga, mais derrière, entre Carvajal, Alexander-Arnold, on peut comprendre, mais dans l'axe, Huysen, intouchable, Militao, pour le moment intouchable parce que Rudiger est blessé, même si lui aussi se blesse, Asensio est là pour compenser. Mais David Alaba, il n'a pas de temps de jeu, Fran Garcia, il ne joue pas beaucoup, mais surtout sur le poste de gardien, parce qu'on a beau parler de tout, mais moi je pense que sur ce match, Thibaut Courtois, il n'a pas été décisif, non seulement sur les 2 premiers buts encaissés, parce qu'il y avait des sorties à faire. Et avec toute sa taille, tout ce qu'il est capable d'imposer, je pense qu'il aurait pu sortir et empêcher certaines actions. Et quand vous avez un gardien comme Lunin dans votre effectif, ce n'est plus une véritable doublure. Ouais. Il est plus qu'une doublure aujourd'hui. À un moment donné, il faut instaurer cette sorte de concurrence saine dans votre équipe, entre vos gardiens également, pour permettre à tout le monde de sortir plus haut. On connaît l'exigence des supporters du Real, les dirigeants. Est-ce qu'on peut dire que Xabi Alonso, il a du temps? Le temps a-t-il beaucoup pour mettre une équipe en place? Oui, on peut dire qu'il a du temps, hein, mais encore une fois, les vestiaires restent encore mordicus parce que moi, la responsabilité qu'il a donnée, qu'il a confiée à Kylian Mbappé va toujours tergiverser sur les objectifs. Parce que Kylian Mbappé ne s'est pas imposé lui-même. C'est pas Xabi Alonso. Il y a toujours un manager général au sein du club. Je crois que c'est Xabi Alonso. C'est lui qui doit prendre les responsabilités dans la gestion de l'effectif, faire tourner l'effectif, confier les responsabilités, parce que c'est lui qui sait à qui il faut confier non seulement le brassard, c'est lui qui sait à qui il faut confier notamment les tirs de pénalty. Non, mais à partir du moment où il a certaines responsabilités, moi je trouve que c'est vrai, en tant que leader, en tant que manager de cette équipe, il a vraiment la tête sur les épaules pour vraiment faire tourner l'effectif. Mais encore une fois les vestiaires vont toujours lui poser problème parce que c'est vrai, Soeb parlait de cette rivalité qui s'installe du jour au lendemain. Vous vous rappelez, ils sont tous des leaders, ils sont tous des jeunes qui veulent vraiment sortir de l'ornière, de sortir le gros jeu dans chaque rencontre parce qu'on le dit souvent que les grands joueurs ils aiment souvent s'affirmer dans les grands matchs, dans les grandes rencontres. Attendons de voir, mais moi je trouve que Xabi Alonso pour le moment sur une pente glissante, même s'il en est d'un côté l'homme de la situation, il est encore sur une pente glissante, sachant d'abord que
On va aller avec... Il y a le leadership qui s'impose évidemment dans le club. Alors, Xavi Alonso, les gens sont en train, les spécialistes du moins, se posent maintenant des questions. Est-ce que c'est l'homme de la situation? Est-ce qu'il a l'expérience pour diriger un grand club comme le Real Madrid? Est-ce que vous vous posez la même question? Pas du tout. Il a de l'expérience, il a de vécu, il a déjà prouvé. Soit il a quitté le rapport. Leverkusen tout de même. Mais attendez, Leverkusen être champion d'Angleterre devant le Bayern Munich. D'Allemagne, attention. Mais c'est le championnat allemand. Oui. Mais c'est pas le plus fort des championnats, tout de même en Europe, le championnat allemand, la Bundesliga. On le sait. Mais moi, là où je l'accable un petit peu, c'est que depuis le début de la saison, il a du mal à trouver un véritable 11 de départ. C'est là où on peut un petit peu se poser la question s'il maîtrise totalement son effectif. On a vu à chaque match, c'est une nouvelle composition d'équipe. Et là, dans ce sens-là, c'est un petit peu compliqué de mettre de la complémentarité entre les joueurs. Il faut rappeler, c'est des très grands joueurs, mais il faut qu'ils jouent beaucoup plus ensemble chaque fois dans les rencontres pour s'habituer et pour s'affirmer et avoir de la complémentarité. Et pour l'instant, Xabi Alonso, il a du mal à avoir un véritable 11 et pour moi, ça pose problème. Ça peut être plus le problème, Xabi Alonso, avant d'aller vers vous. Allez-y, rapidement, finissez. Oui, je partage son avis parce qu'il n'y a pas d'équipe type, il n'y a pas d'homme type. À chaque fois, il y a ce changement de composition. Mais je pense que c'est l'homme de la situation. Il a le temps, même si au côté du Real Madrid, il y a cette pression énorme du côté de Florentino Pérez. Et je pense que les jours à venir, nous aurons beaucoup plus d'informations. Alors, on a beaucoup parlé du Real, parce qu'on n'a pas beaucoup de minutes. On va maintenant s'intéresser quelques minutes à l'Atlético Madrid. On peut dire que c'est la renaissance des Colchoneros. Bah oui, on peut espérer voir. Ce match est peut-être galvanisant. Même si on peut espérer quand même, même s'ils ont toujours émerveillé dans les grandes rencontres, ils ont toujours montré et affiché l'adversité face à Real, face à en tout cas Barcelone, face à d'autres adversaires aussi très coriaces dans ce championnat de Liga. Certainement, c'est la renaissance. C'est un entraîneur qui a du vécu dans ce championnat. Attendons de voir parce qu'à chaque fois, il vient jusqu'au port, à la porte d'entrée de mettre main sur le trophée du championnat. Et après, voilà, il trébuche encore. Certainement, cette constance, il a du mal à la maîtriser. Mais on va suivre pour le moment, pour un début, face à un adversaire aussi très dur, en tout cas parfois imbattable. Et il a réussi avec un score aussi marquant. Attendons de voir si c'est une renaissance pour l'Atlético Madrid. Alors, ça vous dit la renaissance ou bien éternel deuxième ou troisième pour l'Atlético Madrid? Non, je vais emprunter son mot, on peut espérer. En tout cas, j'espère. Moi, je souhaiterais que ça soit enfin le déclic pour l'Atlético parce qu'ils ont mis les moyens cette saison pour le faire. Ils ont recruté beaucoup de joueurs avec des prix d'or également. Donc, battre une équipe, c'est vrai que c'est un petit peu normal de battre le Real Madrid parce que c'est le rival éternel de l'Atlético. Ils sont dans la même ville, donc c'est un derby. Et on peut être trompé par la physionomie de la rencontre. Ils sont imposés face au Real, mais après, ça peut caler face à une autre équipe. Mais on souhaiterait quand même que ça soit plus les deux équipes, que ce soit le Barça ou le Real seulement. Dès le début de la saison, on sait au moins les deux premiers, on connaît les deux premiers. L'Atlético devrait être cette équipe-là qui doit venir jouer les troubles-fêtes entre les deux équipes. Ils l'ont fait quelques fois, notamment en 2014, mais aussi en 2021. Mais je pense qu'il y a beaucoup de distance entre ces deux titres de champion. Ils doivent être beaucoup plus constants. Et pour moi, ce qui manque à cette équipe, d'avoir un petit peu le statut similaire au Real Madrid et au FC Barcelone, c'est la Ligue des Champions. Ils ont perdu beaucoup de finales. Et l'équipe qu'ils ont battue ce week-end, c'est l'équipe qui les a privés de ces rêves-là. Et à un moment donné, ils doivent maintenant prouver, montrer et surtout s'affirmer davantage sur une très longue durée. Pas seulement battre le Real et faire des coups d'éclat face au Barça. Il va falloir que l'Atlético s'affirme d'ores et déjà comme un véritable client et un véritable concurrent pour les titres de champion d'Espagne. On va aller juste à côté du Real Madrid. Si je dis côté, vous le savez. C'est le FC Barcelone à la Catalogne, on va le dire comme ça. Le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain ont rendez-vous mercredi soir 21h en Ligue des Champions pour un choc au sommet. Avant cela, les Parisiens ont dominé Auxerre du moins, 2-0 samedi soir au Parc des Princes. Ce samedi, les Blaugrana leur ont répondu en s'imposant à domicile face à la Real Sociedad 2-1 pour le compte de la 7e journée de Liga. Au Paris, le Barça est confronté à une hécatombe de blessés. Mais Hansi Flick pourra compter sur le retour de son prodige, Lamine Yamal, qui est rentré en seconde période, délivré une passe décisive pour le Polonais Lewandowski pour le deuxième but, le but de la victoire pour le FC Barcelone. Sont-ils prêts pour le choc des titans face aux Parisiens?
Oui, on espère parce que voilà, c'est la rencontre que tous les amoureux de football attendaient parce que voilà, on a vu le Paris Saint-Germain lors de la saison précédente, ils ont battu presque toutes les grosses équipes européennes à part le FC Barcelone. On espère avec le Lamine Yamal de l'autre côté, même s'il y a des blessures aussi du côté de Paris Saint-Germain, il faut signaler. Dembélé ne va pas jouer, Vitia Barakelia aussi ne va pas jouer, donc ça reste de tout de même une affiche de grande classe entre les deux clubs. On espère que voilà, on aura de spectacles. La Real Sociedad, c'est pas le Paris Saint-Germain ni le Bayern Munich, mais ça a quand même causé beaucoup de problèmes aux joueurs du Barça. Il fallait attendre la deuxième période pour voir le Barça revenir un peu sur l'ascendance, et c'est grâce à Lamine Yamal. En tout cas, il y a 10 ans d'ailleurs, la Real Sociedad était l'une des bêtes noires du Barça parce qu'ils arrivaient difficilement à les battre. Certes, le Barça était à domicile, mais face à cette équipe, parfois, vous n'avez pas besoin d'outrageusement dominer une rencontre pour vous imposer. Il suffit de mettre les individualités au service du collectif pour marcher. Et on connaît Lamine Yamal et toutes ses qualités. Il n'a pas besoin à chaque fois de marquer des buts ou de faire des dribbles pour soulever le public. Mais sur une passe, il est capable de trouver des passes sur des angles où les autres ne voient pas. Et quand on a un attaquant comme Lewandowski dans son équipe, voilà, ça peut être qu'un bonheur. Et ils ont assuré le coup. Pour moi, c'était le minimum, le strict minimum. Ne pas trop se saborder pour avoir des blessures, sachant qu'il y a beaucoup d'absents, notamment dans les deux rencontres. Il l'a dit. Moi, je pense que ça ne serait même pas un choc des titans. Ça serait un choc de titans, certes, mais des titans qui tanguent parce qu'il y a tellement d'absents, des joueurs importants. Il a parlé de Dembélé. Il y a également d'autres joueurs comme Marquinhos, le capitaine parisien. Pour Vitinha, c'est incertain. Doué ne sera pas présent. Kvaratskhelia pourrait être présent lui aussi. Mais du côté du Barça, quand on n'a pas Fermin, quand on n'a pas Rafinha, surtout le gardien qui tient la baraque en ce début de saison, Yohan Garcia, qui ne va pas être présent lors de ce match, qui va d'ailleurs manquer également le Classico. Donc pour moi... Une bonne nouvelle pour les supporters du Real. Donc tout de même, allez-y. Pour moi, ça pourrait être un match intéressant, mais c'est une très belle préparation pour le Barça. Se rassurer, prendre le plein de confiance, ne pas perdre surtout et récupérer le fauteuil de Liga, de première place en championnat. Ça pourrait être également une sorte pour galvaniser les Blaugrana afin d'affronter le Paris Saint-Germain, sachant que le match se jouera à Montjuic à domicile. Attention au Barça, parce que la défense, elle est un petit peu fébrile en ce moment. Ils ont failli se faire rattraper par la Real Sociedad sur Tep Kubo, 2 fois, transversal et le poteau. On peut dire il faut faire attention contre le Paris Saint-Germain, même s'il y a des blessés, mais qui ont des joueurs très rapides. Oui, vous savez, si vous vous rappelez, pendant que vous étiez en congé, moi je disais que je ne suis pas tellement sûr de la préparation pré-saison du FC Barcelone, même si en étant à 50% barcelonais, mais il faut reconnaître que... rappelle, il n'a pas de club, ce monsieur. Il dit qu'il est à 50% Barcelone. C'est grave ça. Il faut rappeler que les préparations pré-saison très intenses, il faut les mettre au service de ces grands matchs, de ces rencontres très décisives. Ouais. Maintenant, ils vont rencontrer en phase de Ligue des Champions le Paris Saint-Germain, qui est l'une des écuries, en tout cas imbattable. Vous vous rappelez de toutes ces stats également de la précédente saison et qui brille en tout cas sur le toit de l'Europe. Et maintenant, le Barça va croiser le fer contre cette équipe. Certes, il y a des blessés qu'on a signalés au sein de cette équipe de Paris Saint-Germain, mais la profondeur sur le banc, on sait que c'est un entraîneur, Luis Enrique, qui est très intelligent, qui connaît d'ailleurs le Barça, qui va forcément jouer sur les points forts et les points faibles également, parce qu'on se rappelle, même en étant cette équipe, en étant dans les difficultés de pièces maîtresses, mais ils ont toujours pu battre à un moment Newcastle, à un moment Manchester City, à un moment le Real Madrid et tant d'autres la saison dernière. Donc moi je trouve qu'ils ont des arguments à faire valoir devant n'importe quel adversaire. C'est au Barça d'aller se chercher la tête, parce que là c'est enfin, si je fais en tout cas remuer le couteau dans leur préparatif, moi je ne trouve pas une équipe qui va peut-être nous rassurer dans cette Ligue des Champions, sachant qu'il y a beaucoup de choses à détailler. Le Barça qui reprend la tête du championnat espagnol, Lamine Yamal qui revient en forme, tout ça, ça peut faire très très mal aux Parisiens aussi.
Oui, c'est de bonne parce qu'après, dans la tête, il est revanchard, Lamine Yamal, deuxième du Ballon d'Or, et il se dit que c'est lui le meilleur, et c'est lui le meilleur joueur du monde. Il va montrer à tout le monde, et surtout, il va montrer au Ballon d'Or que c'est lui le meilleur du monde. Il y a de la place pour voir du beau jeu ce jour-là. Ça sera vraiment un match de revanche du côté de Barça, parce que si vous regardez ces dernières saisons, les dernières confrontations, le Paris Saint-Germain a toujours aimé le Barcelone. Donc, c'est un match de revanche du côté de Barça, et surtout, Lamine Yamal aura à cœur de montrer à tout le monde qu'il méritait de remporter le Ballon d'Or. Même si, pour moi, le Ballon d'Or de cette année, c'était Rafinha. Maintenant, on va filer en Espagne. Vous n'allez pas rebondir, les gars. Parce que, voilà, il faut qu'on file en Angleterre rapidement, vous le savez. Il faut qu'on en parle. La crème de la crème, l'Angleterre, comme on les aime, ces matchs-là, comme Souhaibou Boussouri, Mané, qui répond de l'autre côté, puis le doyen. Passy, on parle de l'Angleterre. Tout de même, ce sont 3 points qui valent sans doute bien plus. Mené 1-0 durant une grande partie du match, Arsenal a fini par l'emporter face à Newcastle, 2 buts à 1 ce dimanche après midi dans un bouillon St. James Park pour le compte de la 6e journée de Premier League. Malheureux au cours du premier acte avec un penalty refusé. Et puis plusieurs occasions manquées, dont un tir de Trossard sur le poteau. Les Gunners ont été punis car c'est la recrue phare du mercato estival des Magpies, Nick Waltmade, j'y arrive, qui a ouvert la marque de la tête. Premier 1-0 à la 34e minute. Après on se dit, attention Arsenal, c'est comme ça joue très bien, mais après... Voilà, le débrief avec vous. Mais ça a toujours été comme ça. Arsenal, en tout cas ces dernières saisons, d'ailleurs c'est une équipe qui démarrait très fort les saisons et après qui finissait un petit peu mal. Maintenant cette saison, ils ont démarré, ils ont été pas mal contrariés par des matchs. Ils ont d'ailleurs perdu, si je ne m'abuse, 2 fois cette saison. Et ce qui est anormal pour une équipe qui est censée être championne en fin de saison et pour une équipe qui a tout donné pour recruter des joueurs, des Gyökeres, des Eze, Zubimendi, Mosquera, beaucoup de joueurs qui ont été recrutés très cher. Moi, je dirais pas que c'est pas une victoire méritée. Ils se sont donné les moyens pour le remporter, mais je pense que Newcastle aurait mérité un match nul parce que pour moi, sur l'action Gabriel en fin de match, moi j'aurais donné penalty, mais je ne sais pas comment les arbitres se sont arrangés pour gérer la situation. Mais globalement, Arsenal s'est fait peur parce qu'encaisser un but d'entrée par l'attaquant allemand, qui est aussi une recrue chère du côté de Newcastle. Mais après, comme ils ont le caractère, c'est une équipe qui n'abandonne jamais. On l'a d'ailleurs vu face à Manchester City, où ils sont revenus également en toute fin de match. Et quand il y a eu l'égalisation, moi je me suis dit, ils vont pas s'arrêter là, ils vont tenter de remporter le match. Et ils l'ont fait, et sachant que c'était dans un domaine où Arsenal a marqué cette saison 50% de ses buts sur corner. Incroyable comme stat, parce qu'à chaque fois qu'il y a corner, on a tellement l'habitude de leur voir, mais on n'arrive jamais à les stopper, surtout avec le Brésilien Gabriel, qui est tout le temps en l'air et qui transforme les occasions. Et quand on a de très bons frappeurs de coups de pied arrêtés, comme Declan Rice, comme Bukayo Saka, comme Eze, ça ne peut que donner un résultat probant. Le dernier but, tout de même, d'Arsenal, il a fallu les 3 points. Une bonne nouvelle pour cette équipe. Est-ce qu'on peut compter sur cette équipe cette année? Est-ce qu'on peut dire que Arsenal va cette fois-ci jouer le trophée jusqu'au bout? Est-ce que c'est l'année de Arsenal pour vous, Passy? Ils nous ont toujours rêvé, ils nous ont toujours rêvé ce trophée magnifique qu'ils cherchent depuis, ça fait maintenant près de 10 ans. Des siècles, maintenant, on peut le dire. Parce que oui, plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Mais je veux dire des saisons aussi très intenses où ils donnent en tout cas un doux rêve, ils vendent le rêve. Ça commence très fort, Arsenal. Oui, ça commence très fort et puis derrière, c'est autre chose. Moi, je trouve pas encore. Mais c'est plus fort que Manchester United tout de même. Non, peut-être là, il y a pas. Ça démarre un petit peu mal. Mollo et espérer voir certainement vers la fin de saison parce qu'ils sont deuxième encore avec 13 points. Et je trouve que s'ils continuent pas sur une course de vitesse, mais sur une course de fond, parce qu'il faut savoir jouer aussi le championnat de Premier League, pas seulement les phases aller, mais les phases retour. C'est là où vous allez voir, en tout cas, la vapeur se renverser un tout petit peu. Moi, je trouve une équipe très émerveillée, une équipe qui regorge des talents, qui veut vraiment vaincre l'adversité dans ce championnat. Attendons de voir, certainement qu'ils vont essayer de faire le break à la fin de la saison, mais pour le moment,
ça fait difficile, on est tellement dubitatif de se prononcer sur cette équipe d'Arsenal dans cette phase allée du championnat. Et sachant qu'il y a le Boxing Day aussi qui arrive, ils vont essayer de sortir encore. Le Boxing Day, on ne l'a pas oublié, ce Boxing Day, parce que ça fait très peur. Ce Boxing Day peut décider même carrément le champion du prochain vainqueur de ce championnat. Arsenal a du temps. Oui, ils ont du temps. Cette saison, je pense que ça serait la bonne parce qu'on a c'est ce que je voulais entendre. Allez-y. Pourquoi pas? Parce que cette saison, on a vu l'Arsenal depuis la saison passée, ils ont cette force de caractère. Parce que c'est le domaine fort des Guinness, les coups de pied arrêtés, les coups francs. On a vu la saison dernière avec Declan Rice, 2 coups francs sublimes face au Real Madrid. Cette saison, on a vu, c'est une équipe qui est capable de faire le dos rond et attaquer, faire des contre-attaques très mal. Et je pense que cette saison, ça sera la bonne pour la Diakité, il n'est pas d'accord. Vous avez une minute. Non, mais pas du tout. Moi, je pense que vous argumentez en une minute. Si vous n'êtes pas capable de battre votre adversaire direct, ils ont perdu face à Liverpool. C'est leur concurrent direct. Liverpool a terminé devant la saison dernière. Ils sont également devant cette saison. Et si vous n'êtes pas capable de battre une équipe comme Liverpool, moi, je pense que ça va être compliqué de postuler pour être champion en fin de saison. On a vu Arsenal qui, depuis beaucoup de temps maintenant, ne perdait pas face au Big Six. Malheureusement, cette saison, ils ont déjà perdu face à Liverpool. Et on ne sait pas comment ça va passer. Liverpool est déjà devant. Est-ce que Liverpool va peut-être se rater? J'ose croire, parce qu'ils ont perdu également ce week-end. Mais à un moment donné, il va falloir battre ses concurrents directs pour espérer remporter la première ligue. En tout cas, cette victoire précieuse dans la course au titre permet à Arsenal de s'emparer de la 2e place à 2 longueurs du leader Liverpool. De son côté, Newcastle occupe une 5e, 15e du moins place après 6 journées de la fin. Ça promet, comme l'a rappelé bien sûr en passant le Boxing Day, c'est pour bientôt. On va continuer avec la Première Ligue jusqu'au bout des arrêts de Dieu. Ce samedi à Selhurst Park, on aura pensé que Liverpool avait tremblé face à Crystal Palace, mais qu'il demeurait remarquable, résistant après avoir égalisé à part Federico Chiesa, 87e, dans un match traversé par des occasions à l'appel après l'ouverture du score d'Ismaël Sarr. On parle beaucoup, Diakité, de la défaite du Real Madrid, mais on oublie que Liverpool a été battu ce week-end. Oui, ils ont été battus surtout face à une équipe qui s'affirme ces derniers temps comme également l'une de leurs bêtes noires, parce qu'il faut rappeler que c'est cette équipe qui les a battus en Community Shield en début de saison. Et déjà, ils sont partis pour les affronter au prochain tour de Carabao Cup, encore une fois. Et Crystal Palace, pour moi, ce n'était pas du tout une surprise. Je savais que c'était un match piège pour Liverpool parce qu'ils sont sur une série de 18 matchs sans défaite en Première Ligue depuis la saison dernière. Donc, c'est une équipe qui s'affirme. Ça montre clairement leur position au classement en ce début de saison. Ils sont dans le top 4. Ça montre à suffisance que c'est une équipe qui est bien regroupée, une équipe très collective. Ils ont certes perdu. Il y a une saison, Michael au lycée. Cette saison, ils ont perdu Eberechi Eze. Mais ça ne change pas de système. Les joueurs sont cohérents entre eux. On essaie juste de prendre un autre joueur, de mettre à la place de l'autre qui quitte. Le collectif demeure du côté de cette équipe. Et une équipe de Liverpool, pour moi, que je ne trouve pas impressionnante depuis le début de la saison. Certes, ça gagne. Il y a des faits de jeu parfois, quelques pénaltys en fin de match. Il y a Mohamed Salah qui met des buts, Salvatore, Virgil van Dijk également. Mais pour moi, ce n'est pas une équipe qui est totalement rodée. Il y a eu des très bons recrues. Beaucoup de recrues qui n'ont d'ailleurs pas. Ekitike a déjà marqué quelques buts, mais Isaac, lui, c'est un seul but en coupe. Pour moi, ce n'est pas une équipe totalement partie pour faire... En tout cas, je ne la trouve pas rodée, même si ça gagne. Et donc, pour moi, la défaite, elle était normale face à Crystal Palace. Face à Crystal Palace, on va aller avec vous. Est-ce que cette équipe déçoit pour vous? Saïbou a parlé du jeu, a parlé de cette équipe qui gagne, mais sans convaincre. Est-ce que Liverpool déçoit? Pas du tout, pas du tout. Vous savez, voilà, c'était avec un adversaire coriace parce que Crystal Palace est un adversaire très très difficile. Quand vous vous déplacez là-bas, c'est très très difficile de s'imposer. Certes, il a dit, voilà, c'est le début de saison, c'est la première ligue. On ne peut pas dominer toutes les rencontres en imposant des scores fleuves. Il y a ces genres de matchs aussi, voilà, c'est des matchs pièges. Parce que Liverpool, ils ont tout donné, et voilà. Donc, c'est un début de saison. Sauf qu'ils n'ont jamais gagné cette saison par 4 buts d'écart depuis le début. Oui, mais à part Liverpool, si vous prenez les autres... Gagner est important, mais pour vous, pas sans la manière, c'est aussi quelque chose de bon pour une équipe, normalement, qui doit jouer le haut tableau jusqu'à la fin, tout de même. Je le dis, c'est moi. Oui, la manière compte, mais l'essentiel, c'était d'avoir les 3 points.
même s'ils ont perdu. Mais je ne suis pas inquiet pour le Liverpool parce que c'est le champion en titre. Et ils sont très bien partis. Pourquoi pas encore rééditer l'espoir? Rééditer l'espoir, vous y croyez-vous? Champion 2025-2026 pour vous? Ils peuvent y arriver oui, il peut y arriver, même si vous êtes un peu dubitatif sur leur lancée. Mais... Ah, c'est pas moi, c'est votre collègue juste à côté. De toutes les façons, ce qu'il faut croire, même s'ils sont en transition, même si les automatismes ne répondent pas comme il le faut dans la saison, mais ils sont en train de gagner. Je crois que c'est vrai, les moments difficiles, quand ça arrive, il faut trouver aussi les armes mettre à la moins de la transition ou de la difficulté et sortir la tête dans l'eau. Et certainement, ils gagnent, ils marquent des buts, mais ne parviennent pas à produire de beaux jeux qu'on connaît d'eux, qu'on connaît en tout cas l'identité du jeu de ce club de Liverpool. C'est vrai, ce jour, ils n'ont pas été le seul à être battus dans ce championnat. Après eux, il y a Chelsea, après eux, il y a Manchester United. C'est vrai, en Première Ligue... Pourquoi tu parles de Manchester United? On n'a pas... parce que Liverpool n'a pas été seul battu dans le championnat dans la 6e journée, et tout comme les autres aussi. Cela veut dire, à un moment, il y a des surprises qui sont réservées au sein de Première Ligue parce que patatras, vous trouverez un adversaire moins. C'est tout de même voilà, un adversaire moins qui parvient. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'en étant champion, Liverpool est en train d'occuper toujours sa place à la tête du peloton et se faire rattraper par Crystal Palace. C'est vrai, vous parlez en tout cas de l'adversité de cette équipe, mais à un moment, Liverpool a tous les arguments qu'il faut pour pouvoir vraiment battre cette équipe. Mais s'ils sont passés à côté sur le score de 2-1, et voilà, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord du tout. Non, mais je suis pas d'accord. C'est pas parce que je suis mancunien, mais je pense que pour moi, la seule personne qui fait du beau jeu cette saison à Liverpool, c'est Alisson Becker. C'est lui qui sauve l'équipe. La défense, pour moi, ça tient pas. Même si, ça tient pas du tout. 19 ans, non, mais c'est ce que je dis en train de dire. Je ne dis pas qu'ils produisent du beau jeu, mais je dis qu'ils sont en train de... à un moment donné, quand à un moment donné, quand on ne domine pas, parfois, quand on ne s'impose pas, ça finit par rattraper. C'est ce qu'on a vu face à Crystal Palace. Quand il y a des adversaires qui étudient très bien votre faiblesse, on a vu Crystal Palace aurait pu marquer 3 à 4 buts, n'eût été les arrêts d'Alisson, parce que Mateta s'est présenté 2 fois en 1 contre 1 face au gardien brésilien. Ça prouve à suffisance que la défense, pour moi, ça ne tient pas. Ils ont tenté de recruter Marc Guéhi de Crystal Palace. Finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Ils ont recruté un jeune défenseur italien qui s'est croisé les ligaments lors du match dernier en Coupe. Finalement, il n'y a que Joe Gomez qui peut tenir, mais ce n'est plus un joueur de très haut niveau qu'on a connu. Mais attention, parce que moi, c'est clair. Vous dites que le premier de la Première Ligue, pour vous, ne séduit pas du tout. Pour moi, est-ce que c'est pas inquiétant pour l'Angleterre dans la compétition européenne qui est la Ligue des Champions? Parce que si le premier ne séduit pas, qui gagne la plupart des matchs, ça peut être inquiétant. Non, je ne trouve pas que ça soit inquiétant, surtout sur la longue durée en Ligue des Champions. Certes, c'est en début de saison, on peut comprendre. Mais sur ce début de saison, si on doit les juger, je pense que pour l'instant, ça ne convainc pas en ce début de saison. Mais ça pourrait changer parce qu'il a parlé des recrues, il y a les automatismes qui ne sont pas là, il y a des choix. Donc parfois, on est obligé de mettre Dominique Szoboszlai, milieu de terrain latéral droit, pour bricoler. Il y a des blessures parfois. Milieu de terrain qui dépanne. Voilà, donc je pense que c'est ce qui peut peiner, mais je n'ai pas d'inquiétude au niveau de la Ligue des Champions, parce qu'il y a des équipes comme Chelsea qui connaissent très bien les compétitions européennes. Tottenham également, il y a Manchester City et Arsenal. Je n'ai pas d'inquiétude, il y a beaucoup d'équipes pour représenter, et Liverpool, ils ne vont pas affronter que des grosses équipes pendant cette Ligue des Champions, en tout cas dans cette phase de Ligue. Donc, je pense qu'ils peuvent se qualifier plus facilement. Là, sur ce niveau, je n'ai pas d'inquiétude, mais à la durée, en Première Ligue, ça pourrait poser des problèmes. On va aller avec vous rapidement, parce qu'il s'est patienté. Non, je voulais dire qu'à partir du moment, certes, il a dit que Crystal Palace aurait dû marquer 3-4 buts. Oui, vrai. Ils auraient dû marquer des buts. Mais pourquoi ils n'ont pas pu? Mais pourquoi ils n'ont pas pu? Cela veut dire que l'entraîneur a pu trouver qu'il est en position de faiblesse. Alors, il fallait aligner une défense carrément plat pour vraiment limiter les dégâts et partir avec ce score de 2-1. Moi, je trouvais un entraîneur qui a peut-être compris que... Oui, il est cohérent, l'entraîneur. Oui, il est cohérent, l'entraîneur. Il est cohérent dans cette journée, en tout cas face à l'adversaire, parce qu'il a compris qu'il ne peut vraiment pas gagner ce jour-là. Alors,
au lieu de prendre 4 buts, 3 buts, alors pourquoi ne pas se limiter à ce, alors, à ce niveau? Voilà, non mais c'est ça. Liverpool reste tout de même leader de la Première Ligue, mais il a perdu son invincibilité alors qu'il avait enchaîné cette victoire durant toute compétition confondue. Le VAR a fait la décision sur les 2 derniers buts en estimant d'abord que Mohamed Salah n'avait pas touché le ballon de la main sur l'égalisation de Chiesa, contrairement aux apparences, puis en activant le hors-jeu automatiquement, qui a annoncé que Kessia était à couvert pour 1 centimètre ou 2. Le banc de Liverpool était furieux, rappelant bien sûr que seulement 6 minutes de temps additionnel avaient été annoncés. Palace invaincu en championnat. On rappelle directement quelques secondes. Palace est invaincu en championnat. C'est quand même une grosse équipe, hein, une surprise. Peut-être. Mais c'est ce que j'ai dit. Ils sont sur une très longue série de 18 matchs sans défaite en Première Ligue depuis la saison dernière. Et si on prend cette saison également, ils sont toujours invaincus. Ça montre à suffisance l'équipe qu'a mis l'entraîneur de Crystal Palace en place. Il y a une très belle collectivité, des joueurs fiables qui s'affirment à leur poste, qui ne sont pas des très très grands noms, mais qui savent faire le travail. Notamment, ils ont une très bonne colonne vertébrale avec Dean Henderson, qui est un ancien gardien formé à Manchester United. Ils ont Marc Guéhi en défense centrale. Au milieu de terrain, ils ont Will Hughes, ils ont Warren. Et en attaque, ils ont Jean-Philippe Mateta et d'autres attaquants autour. Ismail Assar, le Sénégalais, qui est en très grande forme aussi. Donc, pour moi, c'est une très belle équipe et ça pourrait être la surprise de cette saison. Alors, on va continuer ce tour d'Europe. On va finir avec la Ligue 1. Je le disais, ce dimanche, en fin d'après-midi, le LOSC accueillait l'Olympique Lyonnais à l'occasion de la 6e journée de Ligue 1. Peu avant le quart d'heure de jeu, les visiteurs ouvraient le score sur leur première occasion. On parle beaucoup, bien sûr, de la Ligue 1 dans le Tour d'Europe, mais on parle plus du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on va parler une fois n'est pas coutume. Lyonnais, bien sûr, qui a gagné son match, qui commence à revenir petit à petit, qui a gagné d'ailleurs tous ses matchs, pour dire qu'ils sont très bien partis pour bousculer le Paris Saint-Germain. Vous y croyez-vous? Pas du tout. Bousculer le Paris Saint-Germain, non, je ne crois pas parce que pour moi, cette saison... il faut laisser le suspense tout de même. On ne peut pas continuer le Paris est largement voir le Paris Saint-Germain champion chaque année. On aurait aimé ça, mais pour moi, je ne pense pas que cette formation lyonnaise est capable parce que voilà, elle n'a pas cette profondeur de banc parce qu'il faut rappeler cette saison, elle va discuter la Ligue Europa et le championnat. Donc la concurrence va être féroce avec le Lille. L'histoire patient de l'Olympique lyonnais, le passif, tout peut galvaniser cette équipe et dire cette saison, nous allons être champions de France. Ça va être compliqué, bien sûr, avec le petit sourire de Diakité, mais c'est bien possible. C'est bien possible, hein, c'est bien possible. Leicester l'a fait tout de même, ouais. Pourquoi pas tout à fait. Équipe, parfois, on a tendance à comprendre qu'il y a d'autres clubs aussi qui peuvent vraiment soulever ce trophée des champions de Ligue 1. Mais quand même, c'est compliqué parce que ça fait belle lurette que Paris Saint-Germain continue de coloniser les autres adversaires, même si l'adversité à un moment était bien caduque entre le Paris et l'OM. Mais finalement, ça ne fait pas photo, ça ne fait pas débat. Maintenant, d'autres clubs comme Lille et tant d'autres qui, certes, cherchent à se démarquer un tout petit peu dans le championnat, attendant de voir, mais il y a des péchimions. Il y a un peu longtemps, les Lyonnais étaient les adversaires directs, les grands rivales de cette équipe du Paris Saint-Germain, mais ça n'a pas beaucoup duré. Est-ce que cette année, on peut dire c'est la bonne saison, qu'ils peuvent découronner cette équipe du PSG, même s'il y a Marseille aussi, qui va essayer de se battre, qui a gagné d'ailleurs contre le Classico, contre le Paris Saint-Germain. Je pense juste qu'il pourrait se qualifier pour la Ligue des Champions, pour la prochaine Ligue des Champions. Allez-y. Non, on pouvait pas nous laisser. Mais clairement, je pense qu'ils peuvent se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. On sait que le club traverse une situation compliquée, notamment financièrement. Ils ont frôlé la descente en Ligue 2. Ils sont également en Ligue Europa, comme il l'a dit. Donc, jouer sur les deux tableaux, et sachant qu'il y a des coupes également nationales, ça pourrait parfois être préjudiciable, surtout quand on n'a pas une profondeur de banc. Je vois mieux l'Olympique de Marseille qui a bien recruté, qui a une très belle profondeur de banc. Et même s'ils sont en Ligue des Champions, mais je sais qu'ils ne vont pas aller très très loin. Ils peuvent peut-être passer la phase de Ligue. Il y a l'AS Monaco qui a également de très bons joueurs, notamment Ansu Fati, qui est en très grande forme en ce début de saison. Il débute en Ansu Fati. Voilà, donc je pense bien que, en tout cas, je mets ces deux équipes. Je mets Monaco et Marseille devant l'Olympique lyonnais. Mais je pense qu'ils pourraient à minima se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, notamment parce qu'il faut rappeler que c'est ce début de saison, l'OL ne l'avait pas connu depuis très très longtemps, notamment 5 victoires en 6 journées. Donc ils ont 15 points, et 5 victoires en 6 journées, une défaite, pas de match nul.
Donc, oui, pour l'instant, c'est bien parti. Ils sont en confiance. Il y a un changement de coach également. Donc, ça galvanise naturellement un groupe. Espérons que ça ne se limite pas là et que ça ne s'arrête pas grâce à l'arrivée de la trêve internationale, parce qu'on sait souvent ces genres de pauses peuvent stopper les dynamiques et on veut que l'Olympique lyonnais continue à nous émerveiller comme ça. Ça pourrait donner plus de goût au championnat de France. On espère que ça ne s'arrête pas là, mais nous, on va s'arrêter là, parce que cette émission Tour d'Europe, c'est maintenant fini, mais avant de rendre l'antenne, on va commencer par vous, votre carton du jour. Bah, je dirais un carton vert, comme l'a dit Ansu Fati. Même si Baba ne nous montre plus les cartons. Hein, essaye de carton. Avant, quand tu donnais carton vert, Baba il te montre le carton. Ansu Fati, il le fait continue de briller face à l'AS Monaco. Vraiment, c'est un plaisir de le voir encore retrouver les couleurs. Ah, pourquoi tu parles d'Ansu Fati? Parce qu'il est catalan, non, c'est compliqué. Allez-y. Pas de carton, juste un joyeux anniversaire à Mamadian Baldé, Madiba. Il n'est pas avec nous, mais je pense qu'il va aimer. Je lui souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup d'argent. Allez-y. Il n'y a pas aussi de carton. Je dis seulement big dédicace à nos téléspectateurs du côté de Koyak et Wankifon. Un ami de classe de promotion, M. Hussein Bassouma, qui nous suit avec abnégation. Tu as voulu mon carton vert, mais je vais tout de même le dire. Hein. Moi, je donne un carton vert aussi à Mamadian Baldé, le supporter numéro 1 du Barça en Guinée. Il est farouche, hein, Mamadian Baldé. Ouais. C'est un extrémiste radical et radicalisé du Barça. En tout cas, on te souhaite joyeux anniversaire. C'est tout le bonheur du monde. Je donne un autre carton vert à l'ensemble de la technique de la régie, mais aussi à la rédaction sportive qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve demain à partir de 8h00 dans l'émission World Sport avec Amadou Mazor Diallo.